Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlons aujourd'hui de cette intervention chirurgicale redoutée par de nombreuses femmes enceintes. Est-ce qu'elles vont pouvoir accoucher par voie basse ou bien par césarienne? Nous en parlons aujourd'hui. Nous aborderons avec notre invité spécial tous les contours. En tout cas, nous allons essayer de cette intervention-là. Quand est-ce qu'il faut la pratiquer? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut quand même l'éviter lorsque l'on est enceinte? Mais avant de le recevoir sur le plateau, les autres rubriques que vous connaissez de mieux en mieux, sûrement, le clip du jour. Et je suis avec Émeric Okupeli et Modeste Dossou Togbe. Bonjour Modeste. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien également. Pour une maman qui subit une césarienne et qu'elle retrouve son enfant en très bonne santé, je pense qu'elle oublie déjà, même si ça fait mal physiquement, elle oublie déjà cette douleur-là parce que déjà le plaisir de voir toute cette souffrance durant des heures. Porter un fruit qu'elle attendait depuis des mois, je pense, en tout cas, c'est le plus important pour elle et elle oublie tout. Et c'est vrai, accepter les choses comme elles viennent, accepter les souffrances de la vie, parce que ce n'est que grâce à ces souffrances que nous pouvons évoluer. Il n'y a pas de gloire sans croix. Exactement, absolument. Il y a de souffrance en toutes choses. Et je pense qu'une fois que ça soit par voie basse ou pas césarienne, une fois que la mère a déjà son enfant en face, c'est fini. Elle oublie tout ce qu'elle a eu comme douleur. L'enfant réconforte la mère et je pense que c'est vraiment ce qui doit être. Bien. Alors, le clip du jour qui va nous servir donc de faire nos pauses et de recevoir les invités tout au long de cette émission. C'est donc Fanny Sénan. Alors, en dehors du clip du jour, Émeric Okupeli. Émeric, on poursuit? On poursuit avec, bien sûr, le mot du jour. Vous le savez, nous parlons de la césarienne et quand on parle de la césarienne, c'est bien sûr le mot du jour. Il faut savoir que la césarienne, comme on le dit, est un nom féminin. Et quand on parle de césarienne, c'est bien sûr une opération chirurgicale qui consiste à extraire le fœtus par incision de la paroi abdominale et de l'utérus quand l'accouchement est impossible par les voies naturelles. C'est bien sûr ça, la césarienne. Et on distingue 3 types de césarienne en fonction des conditions qui la rendent nécessaires. Les césariennes réalisées en urgence, les césariennes qui sont décidées pendant l'accouchement et celles qui sont programmées à l'avance. Donc voilà quelques explications du mot césarienne et 2 citations avec le mot césarienne pour finir. La première citation est de Boniface Sedi qui dit « L'irrévérence de la consultation prénatale gratifie le taux élevé de la césarienne ». L'irrévérence de la consultation prénatale gratifie le taux élevé de la césarienne. Et une dernière citation de Ève Gagnon qui dit « Si les femmes avaient été créées pour donner naissance par césarienne, Dieu leur aurait mis une fermeture éclair sur le ventre. Si les femmes avaient été créées pour donner naissance par césarienne, Dieu leur aurait mis une fermeture éclair sur le ventre. » C'est une citation de Ève Gagnon. Une citation de Ève Gagnon qui est d'ailleurs notre pensée du jour. On va la commenter un peu plus tard en fin d'édition avec Modeste Dossou Togbe. Nous allons recevoir Félicien Edon sur le plateau pour notre discussion. Il est vrai que nous attendions une maman qui a accepté de témoigner donc de cette expérience qu'elle a vécue, mais n'a pas pu se libérer finalement ce matin. Néanmoins, le médecin est là pour nous en parler davantage en espérant que nous puissions répondre à vos préoccupations sur le sujet. Modeste Dossou Togbe, la césarienne, est-ce que vous avez côtoyé des personnes, des mamans qui l'ont subi? Oui, j'ai côtoyé des mamans qui l'ont subi. Et ce n'est pas une chose voulue, ce n'est pas une chose voulue par les femmes, c'est les circonstances. Peut-être que c'est vrai, la grossesse est bien déroulée, mais au final, il y a le col qui ne s'ouvre pas, il y a une complication, carrément que l'enfant sort du placenta, là on est obligé de tout de suite intervenir par une césarienne pour quand même délivrer l'enfant et aussi la mère. Donc c'est vrai, tu as dit, vous enfanterez
en douleur. Et la voix basse, c'est la voix la mieux recommandée, mais on ne sait pas, ça arrive comme ça et je pense qu'il faut prendre ça tel. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu aussi une période où la césarienne était pratiquée. Gratuite. Et oui, bon, était suivie par de nombreuses femmes, peut-être parce qu'elles ont voulu aussi pour se rassurer d'un certain nombre de choses, pour ne pas subir la douleur au niveau de la voix basse. Mais aujourd'hui, voilà, le sujet revient sur le tapis en tout cas, que ce soit voulu ou pas, c'est pratiqué dans nos hôpitaux et c'est important que chaque femme puisse en apprendre davantage sur cette pratique-là. Dans quel cas est-ce qu'elle peut avoir recours à la césarienne pour pouvoir justement préserver la vie de son enfant et sa vie à elle en tant que maman? Émeric Okupeli, vous restez avec nous pour la discussion donc avec le médecin Félicien Edou que j'invite en plateau. Voilà, retour en plateau. Nous parlons de la césarienne aujourd'hui. Docteur Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Vous allez bien? Je me porte très bien chez vous. Ça va, merci. Également Alilat Oudraman qui a rejoint le plateau. Bonjour Alilat. Bonjour Brunel, chers amis téléspectateurs, bonjour. On vous voit de moins en moins, en espérant qu'on vous verra de plus en plus. Oui, je suis là, avec plaisir. Alors, la césarienne, parlons-en. Docteur Félicien Edou, vous avez suivi un peu peut-être la définition de la césarienne que nous a présentée Émeric un peu plus tôt tout à l'heure. Est-ce que vous avez, en dehors de ces éléments d'explication, voulu ajouter quelque chose? Merci beaucoup. C'est un sujet intéressant parce que les gens entendent souvent la césarienne. Pour beaucoup, ça crée de la panique. Oui. On ne comprend pas pourquoi on arrive là et c'est déjà bien d'en parler pour pouvoir permettre à chaque femme qui se retrouve dans le cas de comprendre comment elle en est arrivée là et pourquoi ce choix a été fait. C'est intéressant. Moi, d'abord, pour définir la césarienne, il faut d'abord déjà comprendre l'accouchement pour comprendre pourquoi on parle de césarienne. C'est quoi la différence? L'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes qui consistent à faire sortir le fœtus de la voie génitale de la femme. Alors, quand c'est par voie basse, on parle d'accouchement par voie basse. Quand c'est pas césarienne, on parle d'accouchement par voie haute. Mais cet accouchement, lorsque ça se fait de façon naturelle, c'est-à-dire sans intervention médicale, que ce soit thérapeutique ou médicamenteuse, on parle d'accouchement naturel. Mais lorsqu'on voit que la femme seule n'arrive pas à accoucher, on va l'assister avec certains produits, certains médicaments. Là, on parlait d'accouchement dirigé. Alors, lorsque le naturel n'a pas marché, le dirigé n'a pas marché, que ça tout a échoué, on fait recours aux dernières méthodes qui est d'aller sortir l'enfant par voie haute. La césarienne. On dit la césarienne. La césarienne, c'est aussi un procédé qui consiste à faire sortir l'enfant de la voie génitale de la femme, mais cette fois-ci en faisant une incision au niveau de l'abdomen de la femme et l'utérus, parce que lorsqu'on passe par l'abdomen, il faut forcément traverser la peau, rentrer dans l'utérus, traverser l'utérus également pour aller chercher l'enfant à l'intérieur. Donc, pour comprendre simplement la césarienne, c'est-à-dire que c'est le procédé qui consiste à sortir l'enfant de l'utérus de la femme, mais en passant par une incision au niveau de l'abdomen, de façon simple. Très bien. Alors, vous l'avez dit, hein, beaucoup de femmes la subissent, peut-être en s'inquiétant, ne savent pas forcément pourquoi est-ce qu'au dernier moment, on a pratiqué la césarienne et autres. Je voudrais d'abord me tourner vers Alilat Oudraman. Est-ce que dans votre peut-être entourage, vous en avez côtoyé qui l'ont subi, mais qui n'en savent pas forcément quelque chose? Oui, il y a, le médecin l'a dit, on le sait aujourd'hui, la césarienne est de plus en plus fréquente. On la pratique dans plusieurs conditions. Souvent, les médecins essayent d'expliquer à la femme qui est enceinte pourquoi il faut la césarienne. Il faut dire aussi que ça peut intervenir de façon urgente, tout comme on peut programmer la césarienne parce que au cours du suivi, on savait déjà que cette femme-là pourra avoir des complications. Donc, le médecin peut commencer par dire il y a des risques que ce soit par césarienne. Maintenant, quand c'est de façon urgente,
pour les cas que j'ai connus, elles ne reviennent pas avec une grande information sur le pourquoi. Oui, on leur explique qu'il y a complications, que ce serait préférable de le faire par césarienne. Elles acceptent parce que, oui, au vu des risques, de l'importance de sauver la vie et de la mère et du fœtus, on décide de le faire. Dans certains cas, parfois, la femme qui est enceinte ne participe pas véritablement au choix. Ça peut être le parent qui descend. On informe qu'à ce stade-là, il faut que ce soit la césarienne. Bon, les parents n'en comprennent pas vraiment beaucoup. Donc, l'essentiel, c'est que la femme et le bébé puissent bien s'en sortir, donc se porter. Donc, on accepte d'aller à la césarienne. Et il y a eu entre-temps cette polémique-là autour du coût de la césarienne qui a fait que certains ont pensé à un moment donné que c'était la question de l'argent qui fait entrer en ligne l'intervention chirurgicale. C'est vrai qu'à un moment donné également, la césarienne a été subventionnée. Elle est gratuite, dit-on. Donc, dans beaucoup de cas, quand la femme doit subir la césarienne, vu qu'elle est gratuite, on se dit, ah oui, c'est pour ça, les médecins ne veulent plus faire d'efforts, ils facilitent, voilà. Oui. Ils veulent plus faire d'efforts. Dès que tu es enceinte, à un moment donné, on te dit, tu passeras par la césarienne. Il y a eu tellement de polémiques que je pense que les médecins et les pratiquants n'ont pas eu le temps véritablement de s'expliquer et d'expliquer à la population, qui a fait qu'à un moment donné, dès qu'on entend césarienne, déjà, nous savons, quand on parle d'intervention dans notre culture, on voit tout ce qu'il y a autour dans l'invisible, une main qui pourrait passer par là pour vous tuer et tout ça. Donc, tout le monde a peur d'une intervention. Parfois, même, il y a des gens qui vont accoucher, on ne dit rien. Et c'est dès que le bébé vient, que tout le monde sait que le bébé est arrivé. Donc, cette peur-là autour de l'intervention chirurgicale fait que la césarienne, on n'a pas envie de passer par la césarienne pour accoucher. Et quand on prend en considération aussi tout ce que ça implique comme coût, parce que même quand c'est gratuit, on sait qu'il y a des choses qu'il faut acheter qui entrent en ligne de compte de l'intervention. Donc, tout ça fait qu'on évite. Et aussi, il y a la stigmatisation envers les femmes. C'est la césarienne, elle n'a pas envie de faire d'efforts. Nous, dans notre famille, les femmes sont braves. Elles ont tout accouché. Voilà. Donc, il y a trop de polémiques, de sujets, de préjugés aussi autour de la césarienne qui fait que les femmes sont réticentes, que les familles sont réticentes à aller à cette intervention-là, même si c'est nécessaire parfois, souvent, je dirais, pour la vie de la mère et de l'enfant. Alors, vous avez parlé de cette polémique, je savais qu'on allait y revenir. Néanmoins, étant donné que vous l'avez abordé, peut-être je vais demander l'avis de Félicien Edou dessus. C'est vrai qu'en temps, quand ça a été subventionné, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que, tout le monde en a parlé finalement et disons une publicité malgré nous sur la césarienne, mais ça a toujours été pratiqué, ça se pratique encore aujourd'hui dans nos hôpitaux sans que on en sache forcément quelque chose d'autre. Félicien. Merci beaucoup d'aborder le point qui est aussi essentiel parce que les gens ont tout confondu. Parce qu'on a dit qu'il y a gratuité de la césarienne, que c'est pour ça les médecins courent pour pratiquer la césarienne. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que la césarienne, nous tous on sait que c'est une intervention chirurgicale qui a tous ses risques, qui a tout ce qui peut en découler, que ce soit immédiat, que ce soit dans l'avenir, l'avenir maternité de la femme. On sait tout ce qu'il y a. Donc personne ne peut, par volonté, de décider d'aller faire une césarienne à une femme parce qu'on a dit que c'est gratuit. Mais quand on dit gratuité, demandez à toutes les femmes qui ont accouché pendant cette période dont on n'a pas de gratuité, combien ils ont dépensé. Donc ce n'est pas une question de gratuité. Parce que quand on dit gratuité, c'est l'acte qui est gratuit, l'acte qui est gratuit, mais tout ce qu'il y a en tout, vous payez tout. C'est ça. Ce qui fait que c'est aussi exorbitant comme coût. Et de la même façon qu'on pratique en public, on pratique aussi en privé. Il y a des privés qui ne sont pas dans ces programmes de gratuité, que les gens payent pour faire cette césarienne. Ce n'est pas parce que la césarienne est pratiquée que c'est parce que c'est gratuit. Non. Il y a des indications formelles pour une césarienne. Et lorsque vous vous retrouvez dans les cas, on posera l'indication et c'est à vous d'accepter ou non. Mais dans ce moment, il y a des femmes qui décident nécessairement d'accoucher par césarienne tous les enfants qu'ils ont décidé d'avoir. Oui. Là, est-ce que vous allez nous dire que c'est parce que c'est gratuit que les médecins coupent pour le pratiquer? Non. Ça, c'est une question de choix. Je peux décider que c'est une césarienne et que la femme a dit non, que je ne veux pas la césarienne. Elle est libre de faire son choix. Mais quand ça va se compliquer, ce sera sa famille qui va décider pour elle.
Parce que, comme vous l'avez dit, il y a différents types de césariennes. Il y a ce qui est programmé. Ça, là, c'est pendant les consultations prénatales qu'on décide de la programmation. On explique à la femme pourquoi on l'a programmée, pourquoi ça devait être césarienne, et elle comprend, elle adhère. Et dans quel cas ça peut, par exemple, être programmé? Bon, je crois que qu'on va revenir sur les indications. Sur les indications. Les indications, on va en aborder. Maintenant, il y a des cas où vous êtes venu en urgence, où ça a commencé, c'est une urgence qu'on est obligé. C'est inévitable. Là, on est obligé d'y aller, même si les parents ne veulent pas, on ne peut pas quand même laisser la femme mourir avec le bébé dans le ventre. Donc, il est nécessaire de courir pour aller opérer. Mais quand on dit urgence, ça peut être aussi en salle de travail d'accouchement, parce qu'on classe en 3 catégories. Les 2 dernières catégories, c'est peut-être aussi pendant le travail d'accouchement. Vous avez, la femme est entrée en travail et ça s'est passé mal. On court aussi en urgence pour aller sortir l'enfant. Donc, quand on dit l'urgence, soit c'est une urgence qui est venue d'ailleurs, ou ça a commencé à la maison, la personne n'est pas prêtée attention, c'est devenu une urgence, on l'a amenée, on passe à l'urgence, on opère, ou peut-être la femme en salle d'accouchement et que le travail ne se passe pas comme on l'aurait voulu, on court également pour aller sauver la vie de l'enfant et de la mère. On va y revenir sur les indications, comme ça chacun va se retrouver dans pourquoi on y va. Très bien. Alors, la femme qui décide d'aller à la césarienne, disons, de son propre gré, c'est-à-dire elle prévoit, elle dit non, je ne veux pas, disons, accoucher par voie basse, je veux plutôt accoucher par césarienne. Est-ce que vous le comprenez, Alilan? Oui, c'est une question de choix. Et le choix fait partie des questions de droit. On est libre de choisir la façon dont on veut avoir ses enfants. Aujourd'hui, je crois qu'il y a sur les questions de droit et même les pratiquants qui parlent d'accouchement responsable, d'accouchement sécurisé, d'accouchement humanisé, où la personne même décide de quel type d'accouchement elle veut avoir, où le médecin est censé expliquer véritablement de quoi il est question pour que la patiente, sa famille y adhère. Donc, on est libre de choisir. Néanmoins, le médecin également a l'obligation dans ce choix d'expliquer à la patiente que la césarienne a peut-être des risques parce qu'elle présenterait tel ou tel type de maladie ou quelque chose qui, pour elle, la césarienne ne serait pas bénéfique ni pour elle ni pour son enfant. Si on est dans le cas où il n'y a pas de risque du tout, qu'elle préfère la césarienne, on lui explique également ce que la césarienne implique et si elle est d'accord, la famille est d'accord, le médecin est là. Tout le monde, on pratique la césarienne puisque c'est son choix. C'est dans le cas où ce n'est pas un choix et on en arrive à ce que on pratique la césarienne d'urgence. Que la famille, il y a des familles qui sont conservatrices, et qui sont catégoriquement contre la césarienne. Et il y a des femmes également qui sont contre parce que, on le dira, quand c'est la césarienne, on n'arrive pas à attacher le ventre, ce qui est une pratique culturelle, traditionnelle. Oui. Et la femme, après, a de gros ventres, s'en plaint, peut-être le mari s'en plaint aussi, la famille, elle ne retrouve pas sa morphologie, ou après, il y a aussi des risques à d'autres grossesses, elle n'arrive pas véritablement à avoir une autre intervention que la césarienne. Donc, ces risques-là, que les familles où la femme peut refuser. C'est dans ce cas, lorsqu'elle refuse, que le médecin ne trouve pas d'argument fondé ou d'argument convaincant pour expliquer à la famille que c'est important, qu'après on entend des histoires, oui, on nous force à faire la césarienne, non, c'est pas mon premier enfant, j'ai toujours fait par voie basse, pourquoi aujourd'hui, voilà. Il y aura césarienne dans ce cas. Alors, parlons à présent des cas dans lesquels on peut aller à la césarienne, docteur Edson. Merci. Comme on va essayer de catégoriser selon les types de césarienne, pour que vous compreniez pourquoi on y va à la césarienne. Alors, lorsque je prends la césarienne programmée, ça veut dire que la personne est au courant qu'on va faire la césarienne et qu'il est d'accord pendant les consultations prénatales et l'indication est là, elle comprend. Alors, quelles sont ces indications-là qui peuvent amener à poser l'indication de la césarienne? Alors, vous savez, il y a, ce soit lié à la femme ou lié au fœtus qui est à l'intérieur. Donc, quand je prends les causes qui sont liées, les indications qui sont liées à la femme, vous savez, il y a des femmes qui sont nées et grandies avec un bassin pathologique. Soit c'est transversalement rétréci, soit c'est généralement rétréci. C'est-à-dire, peu importe la taille du bébé, ça ne peut pas passer par l'orifice du pelvis de la femme. Là, ces cas-là,
déjà en consultation, le diagnostic est posé et on leur explique que votre bassin ne peut pas permettre le passage d'un enfant. Et ces femmes-là, par exemple, feront toujours la césarienne pendant toutes les grossesses. Parce que le bassin est d'office mature de cette façon, ça ne peut plus jamais être modifié. Sauf en cas de chirurgie pour réparer un peu le reflux de l'ouverture du bassin. Si ce n'est pas ça, cette femme, toutes les grossesses, elle sera césarisée. Très bien. Au même moment, il peut y avoir une discordance entre la taille du bébé et le reflux du bassin de la femme. Bien vrai qu'elle pourrait accoucher par là, si la taille était encore plus petite que ça, l'enfant allait passer sans difficulté. Là, on parle de disproportion fœto-pelvienne, c'est-à-dire la taille de l'enfant et les pelvis de la femme ne sont pas compatibles. Donc l'enfant, pendant l'échographie, on estime le poids, on estime tout, on voit que l'orifice de son bassin ne peut pas laisser passer l'enfant. Là, il faut programmer et sortir l'enfant avant de forcer, parce que lorsque vous forcez, vous mettez en jeu l'avenir de cet enfant. Alors, lorsque je prends, ça peut arriver aussi que ce sont des anomalies, des lésions anciennes au niveau du pelvis de la femme, du périnée de la femme, comme une ancienne césarienne qui s'est mal tournée, qui s'est mal cicatrisée, ou une déchirure périnéale qui s'est mal cicatrisée. Dans ces cas-là, on ne peut pas prendre le risque de dire à la femme de pousser sur ce périnée. Ça peut provoquer un drame et vous allez perdre la femme sur la table d'accouchement. Donc là, déjà, on explique à la femme, devant vos antécédents de vos problèmes du périnée, on ne peut pas permettre que vous allez en travail pour que vous poussez sur ce type de périnée. Alors, la même chose, quand on fait une césarienne, l'utérus également a été excisé, comme je l'avais dit. Donc, si l'utérus est mal cicatrisé aussi, on ne peut pas laisser la femme aller jusqu'à un certain thème où rentrer en travail, ça risque d'éclater l'utérus. Là, on va parler de rupture utérine. Là, c'est une urgence et vous ne savez pas faire avec hémorragie, là, vous perdez la dame. Et parfois même vous perdez l'enfant parce que l'enfant sera noyé dans le sang, vous perdez l'enfant. Donc, ces cas-là, on pose l'indication que dans ces cas-là, on va vous opérer, enlever l'enfant à temps pour éviter les complications pour vous et pour l'enfant. Parce que le but quand on est enceinte, c'est d'avoir un enfant en vie et une mère aussi en vie. Pour Je pense que c'est tout, ce qui est important. C'est tout ce qui est important. Oui. Alors, quand c'est... Par exemple, il y a des femmes qui ont une cardiopathie, c'est-à-dire qui ont des problèmes de cœur, de naissance, et qui ont grandi avec ça et qui tombent enceintes. Ces gens de femmes ne peuvent pas leur permettre de subir la douleur de l'accouchement. Parce que ça va augmenter le rythme cardiaque, ça va augmenter l'activité cardiaque. Quand ça fait ça, vous risquez de perdre la femme en arrêt cardiaque sur la table. Là, on programme la femme, on sait comment contourner tous ces problèmes cardiaques sur la table d'opération et on programme la maman, on enlève l'enfant sain et sauf et la mère aussi retrouve sa santé. Ces cas-là, on est obligé de faire la césarienne. Si vous avez des problèmes cardiaques, c'est toujours, chaque fois que vous tombez enceinte, on posera l'indication de la césarienne. Et peut-être vous n'allez pas comprendre que pourquoi chaque fois, moi, on me demande de faire la césarienne. Voilà, c'est pour éviter que vous allez mourir sur une table d'accouchement. Alors, il y a des gens aussi qui, pendant le travail, ont déjà fait un AVC une fois. Les femmes ont déjà fait un AVC une fois. Donc, vous avez déjà un antécédent d'AVC et que vous tombez enceinte. C'est difficile de vous prendre le risque de dire que vous allez vivre cette stress, cette pression-là pendant l'accouchement. Le mieux, c'est de vous sortir l'enfant tranquillement et vous êtes sans risque. Alors, l'enfant, bon, il y a des cas aussi qui sont les hémoglobinopathes, c'est-à-dire la drépanocytose. Les femmes drépanocytaires. Oui. On leur demande de faire la césarienne. Oui, c'est la césarienne prophylactique. Systématiquement? Oui, systématiquement. C'est vrai que d'abord, je vais y venir. Oui. Toute femme hémoglobinopathe qui fait des crises, c'est une césarienne programmée, une césarienne prophylactique. Pourquoi? Je vous explique. La femme qui est hémoglobinopathe fait des crises à tout moment. Vous ne pouvez pas prévenir, vous ne pouvez pas prévoir quel moment. Et quand la femme est enceinte, ça augmente les crises, la chance de faire des crises. Parce que c'est un phénomène hormonal qui s'est mis en place. Déjà, vous savez que tout peut déclencher une crise hémoglobinopathe. Ça dépend du type. Ça peut être SC, ça peut être SS, ça dépend de comment chacun également fait ses crises avant de tomber enceinte. Tout ça là est évalué. Le sexe, c'est une patiente qui fait tout le temps des crises et sur la grossesse, elle en a déjà fait tellement. Il ne faut pas laisser cette femme entrer en douleur parce que ça entre en douleur, ça va provoquer une crise vaso-occlusive et cette crise vaso-occlusive va faire une compression au niveau de l'utérus et tuer l'enfant à l'intérieur. Et vous allez avoir une mort fétale pendant le travail d'accouchement. Mais pour éviter ça, parce que quand ça commence pas à se contracter, personne n'a le contrôle sur cette contraction utérine pendant une crise vaso-occlusive. C'est qu'on attend que ça passe. On attend que ça passe. Et là, vous allez perdre l'enfant. Et vous risquez même de perdre la maman. Donc c'est pour ça que c'est mieux de programmer et de sortir l'enfant avant que le travail ne commence. La même chose
Ça peut être une femme qui ne fait pratiquement jamais de crise. Ça là, sous surveillance, on y va et parfois elles accouchent sans aucun problème. Mais lorsque vous évaluez les antécédents, les crises, la fréquence des crises, pendant surtout la grossesse là, c'est ça qui va déterminer est-ce que aller ou laisser la femme accoucher sous surveillance. Il y a également ceux qui font de l'asthme. Oui. Donc, Les asthmatiques. Lorsque c'est une femme qui fait de l'asthme, des crises à répétition, et sur la grossesse, là, c'est bien évalué, on ne peut pas compter le nombre de fois. Lorsque vous laissez cette femme entrer en travail, elle risque de... Là, on programme, on dit, on explique. Ça peut arriver qu'on dit qu'on va essayer de te laisser accoucher. Mais quand ça déraille en urgence, tout est préparé pour aller là-bas voilà, à la césarienne. Donc, les 2 cas sont là, on dit, on va te surveiller. Si tu arrives à accoucher, on te laisse. Si tu n'arrives pas, on court directement, on va à la césarienne. Et tout est préparé. Alors, quand il s'agit de l'enfant maintenant, ça arrive dans certaines conditions. Ça peut être une infection, ça peut être une situation qui fait que l'enfant dans le ventre souffre. Sans autre facteur externe, l'enfant souffre dans le ventre. Ce qui fait que les battements du cœur de l'enfant commencent par changer, ralentir ou bien aller trop fort. Là, on demande l'enregistrement du risque fœtal et on constate que le risque est totalement anarchique. Là, ça veut dire que l'enfant, là, il y a une situation qui fait que l'enfant est en train de souffrir. Il faut vite programmer la dame et sortir l'enfant pour sauver la vie de l'enfant parce que, je vais y revenir, un enfant qui souffre, que vous laissez et qu'il a souffert avant de sortir, vous avez hypothéqué son avenir. Ah bon? Oui, je vais y revenir. Alors, lorsque c'est une césarienne dans la salle d'accouchement, donc là, ça peut être en urgence ou ça peut être la femme est entrée en travail, on surveille ce que ça s'est mal tourné, on est allé opérer. Quand c'est les urgences là, c'est les cas dont je parlais tout à l'heure. Si une femme a déjà eu un antécédent de césarienne qui s'est mal cicatrisé, ou bien non, c'est la première grossesse qui est venue et que la femme a un risque de faire une rupture utérine. Donc les signes ne trompent pas, l'utérus fait un sablier et que ça se divise en 2. Là, on sent que là, ça c'est un danger. Il faut courir vite pour aller opérer. C'est une urgence. On n'attend pas. Peu importe la décision des parents, si l'autorité nous permet d'aller sauver la vie de cet enfant et de la maman, on y va obligatoirement pour aller sauver la vie. Parce que quand ça va se couper, l'utérus va se fondre en 2 là. Nous tous là, la garde là, c'est gâté. Parce qu'il faut courir, chercher du sang, parce que quand ça se fond comme ça, c'est hémorragie abondante. Il faut courir, transfuser. Parfois, vous vous retrouvez dans les cas où c'est des parents qui ne veulent pas qu'on transfuse les enfants. Leurs enfants, ça devient à cause des croyances. À cause des croyances religieuses. Donc, ce qui fait que c'est compliqué de gérer ça. Le mieux, c'est de ne pas aller là-bas, de faire de façon simple pour permettre à la maman et l'enfant de vivre. Alors, vous savez, il y a aussi les cas où les femmes tombent enceintes et qu'ils font tension sur la grossesse. Tension sur la grossesse qui n'arrive pas à se contrôler et que pendant le moment où la grossesse tend vers sa fin, elle fait une crise épileptique. En fait, on parle d'éclampsie. Là, c'est fait une crise, c'est une césarienne d'urgence. Parce que si la maman n'est pas capable d'être consciente, l'enfant également va perdre de l'oxygène et il sera asphyxié et vous allez avoir une mort fœtale in utero. Courez, on court pour aller sortir l'enfant en urgence. Ça, c'est des cas d'urgence. Alors, la même chose avec l'enfant. L'enfant s'est enroulé du cordon autour du cou. Oui. Et que ça, c'est trop tire sur le cou de l'enfant. Et ça, c'est comme si ça l'étrangle. Il faut courir pour aller sortir l'enfant là parce que sinon vous risquez d'avoir un enfant. C'est pas possible. Il faut courir parce que vous allez sortir un enfant qui sera totalement asphyxié. Alors, c'est là que je vais en venir sur le problème de l'asphyxie. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui a souffert avant de sortir. C'est déjà un problème. Ensuite, maintenant qu'il y a des problèmes de respiration quand il naît. Quand il ne crie pas forcément. Il ne crie pas. C'est-à-dire, on l'a sorti, c'est-à-dire qu'il est déjà fatigué, il n'arrive plus à crier. C'est-à-dire que l'enfant a une asphyxie. Cette asphyxie-là, on court, on fait de notre possible en pédiatrie, en néonatologie, pour récupérer. Mais on ne peut pas vous promettre que ça ne va pas laisser des séquelles à l'enfant. Impossible. Parce que l'oxygène, son cerveau est privé d'oxygène. Et parfois, certains enfants, une partie de leur cerveau se grille automatiquement. Et c'est irrécupérable. Parce que le cerveau, ça ne se régénère pas. Quand une partie est grillée, c'est que c'est grillé, ça ne va pas se régénérer. Quand les neurones sont grillés, c'est que c'est grillé, ça ne va pas se régénérer. Il ne faut pas stresser. Non, ça c'est important parce qu'on reçoit beaucoup de bébés dans ces cas-là. Oui. Et quand on finit, on essaie de les récupérer. Quand ils ne commencent pas, après le développement psychomoteur est totalement abattu, l'enfant n'arrive pas à s'asseoir, pas à marcher à l'âge qu'il faut, il n'arrive pas du tout à articuler les mots à l'âge qu'il faut. Vous le mettez à l'école, il est totalement en déphasage. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé ou peut-être alors que c'est lors de la naissance. Alors que c'est la naissance. C'est pour ça que tous les enfants qui ont des problèmes de grandir,
On Il faut retourne aller toujours questionner la naissance. la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a crié? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que après qu'il a crié, c'est après, il a eu une détresse respiratoire? Ça peut être dû, quand il sortait, il a bu de liquide et ça passait de travers. L'enfant a eu une détresse après, on a couru. C'est des trucs à la naissance qui compromettent le développement psychomoteur de l'enfant. Alors, j'ai une préoccupation. Est-ce que, disons, lorsque l'enfant est peut-être beaucoup trop gros pour sortir, a eu les mêmes difficultés pour sortir, peut se retrouver dans les mêmes cas? Oui, c'est là que je viens en venir. Ça, c'est le cas de macrosomie fétale. C'est-à-dire, le poids du bébé dépasse 4 kilos. Oui. J'ai une première, par exemple, qui n'a jamais accouché. Et vous voulez forcer, parce que nous, on ne veut pas césarienne. Vous allez forcer. Elle va faire l'effort de pousser. Mais vous allez traumatiser la tête de l'enfant. Et ça va lui donner une bosse sérosanguine. Ensuite, maintenant, l'enfant va sortir, il ne pourra pas crier parce que vous allez le forcer à passer par une orifice qui n'est pas adapté. Vous allez détendre ses muscles. Et là, vous provoquez un élongement des plexus brachial de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant, là, est à risque toute sa vie de retard de développement. Il y a même parfois qui vont jusqu'à l'infirmité motrice cérébrale. C'est-à-dire ça, là, ils sont comme des légumes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent à rien faire du tout. Parce que vous allez les prendre pour aller faire ci, vous allez les prendre pour aller faire ça. Mais c'est quand ils grandissent que c'est compliqué. Quand ils grandissent, que ça c'est comme devient compliqué. Tout de suite, là, vous n'allez pas vite remarquer parce que c'est petit bébé, vous le prenez. Mais quand il ne va pas être autonome et que vous êtes obligé toujours d'assister à tous ses besoins, c'est là où vous comprenez que les choix que vous allez faire à l'accouchement compromettent l'avenir de votre enfant. Parce qu'on ne dit pas que c'est césarienne, pas plaisir. Mais on sait que sur le champ, ce n'est pas un problème majeur. Mais quand l'enfant va commencer à grandir, c'est là où vous allez remarquer que c'était mieux d'aller sortir l'enfant là indemne que de le laisser forcer et pousser sur la grossesse. Alors, en dehors des cas que vous venez de citer, est-ce qu'il peut y avoir parfois la peur de la femme de connaître la douleur de l'enfantement pour qu'on lui fasse une césarienne? Oui, ça c'est césarienne de convenance, comme je le disais. La femme peut dire que je ne veux pas cette douleur-là, je veux une césarienne. On n'a pas le choix, c'est son choix. Si vous le forcez... On peut le convaincre, on peut la convaincre. Oui, on va essayer. On essaye toujours parce que si vous essayez et que vous essayez de la convaincre, elle ne va pas pousser. Si elle ne pousse pas, l'enfant va s'asphyxier. Ah, ok, lors de l'accouchement, elle va refuser de faire le travail en fait. Aucun effort, zéro effort. Là, si elle ne fait pas d'effort et qu'elle ne veut pas pousser sur le bassin pour faire sortir l'enfant en pression, l'enfant va s'asphyxier. L'enfant va boire de l'eau dedans tranquillement et vous allez vous retrouver encore à gérer à la naissance. 1 mois, 2 mois de néonatologie, c'est pas petit argent, hein. Oui. C'est extrêmement coûteux la néonatologie. En plus de ça, la vie de l'enfant aussi maintenant prend un coup. Donc c'est très important que les gens soient informés pour l'indication. En tout cas, à mes côtés, à moi, on prend le temps d'expliquer à la dame les risques, pourquoi il faut y aller et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui peut en découler. Il faut bien expliquer. Quand on explique bien, il y a des parents qui adhèrent facilement. Alors, lorsque c'est pendant le travail, on en a déjà abordé, ça peut être le corps ne s'ouvre pas. On a attendu, on a fait tout ce qu'il faut, mais le col refuse de s'ouvrir. Vous ne pouvez pas grand-chose, il faut aller enlever l'enfant. Ou le col s'ouvre à un moment niveau où il refuse d'avancer et vous faites la décision d'aller enlever ou carrément la progression de l'enfant pose problème. L'enfant ne veut pas descendre du tout. Il est campé là où il est, il ne veut pas bouger. Là, vous êtes obligé d'aller sortir l'enfant parce qu'il va s'asphyxier à l'intérieur. Parce que si le moment est venu que l'eau descend, le liquide amniotique descend, ça veut dire qu'il n'y a plus de l'eau sur lui. Il faut qu'il sorte. S'il ne sort pas, il sera asphyxié. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a certains enfants. Ça peut être déjà pendant les CPN qu'on a découvert que l'enfant n'est pas en bonne position. Et on s'est dit peut-être avec le temps qu'il va se retourner. Mais à un moment donné, en salle d'accouchement, on constate que l'enfant ne se retourne pas du tout. Peut-être il est en transversal. Comme ça, là, vous ne pouvez pas sortir un enfant. Il faut qu'il se retourne forcé. Là, il faut courir pour aller sortir l'enfant, sinon il sera asphyxié. La même chose quand il est venu avec les fesses. Le siège. Voilà. Et si c'est les fesses, il y en a qui arrivent à accoucher quand même, mais ce n'est pas tous qui arrivent à accoucher. Si c'est une première fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'elle accouche elle-même d'une position de siège. Il faut aller faire la césarienne. Par contre, cette différence de césarienne, la femme prochaine grossesse peut accoucher par voie basse. D'accord. Quand son bassin n'est pas... Que son bassin n'est pas un problème, que ce n'est pas un problème à la femme qui est née, elle est née avec, que c'est juste une situation d'urgence qui a amené cette césarienne. On peut laisser la femme faire preuve de son bassin, prochaine grossesse, et le laisser accoucher par voie basse. Mais si c'est des complications, si c'est des indications liées à la femme, de phase de nature, de naissance, ça là, on ne peut pas prendre le risque de dire qu'on va te laisser accoucher par la basse.
Là, c'est ce qui arrive que certaines femmes, après une césarienne, accouchent par voie basse pour tout le reste de leur enfant. Et il y en a qui accouchent que par la césarienne. Très bien. Alors, des indications qui font, en tout cas pour ma part, stresser, même si on ne va pas demander aux femmes de stresser, surtout quand elles sont enceintes, l'essentiel c'est qu'elles soient quand même informées de ce qui est, pour pouvoir prendre la bonne décision également en consultation. Alors, je reste avec vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de grossesse, de nombre de grossesses. Il est souvent dit que quand on pratique la césarienne, disons, quand on doit forcément vous pratiquez une césarienne à chaque grossesse, à chaque enfantement, c'est que vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'enfants, par exemple. Plus de 3. Oui, plus de 3. Je crois que j'ai déjà répondu à la question dans mon explication. Ça dépend de l'indication de votre césarienne. Je suppose qu'un enfant qui voulait venir, vous avez constaté que le liquide amniotique a changé de couleur, ça veut dire que l'enfant est en train de souffrir. On parle de liquide amniotique méconial, ou jaunâtre, ou teinté, ça veut dire que l'enfant est en train de souffrir. Là, c'est l'indication de la césarienne, une souffrance fœtale aiguë. Vous courez pour sortir l'enfant. La femme n'a aucun problème de bassin, la femme n'a aucun problème de cardiaque, n'a aucun problème, rien. Et là, vous avez fait une césarienne. Prochaine grossesse, c'est pas encore une indication obligatoire de césarienne, non? Oui, non, ça j'ai compris. Mais en fait, quand, par exemple, pour chaque grossesse, elle doit subir la césarienne, en fait. C'est-à-dire que son bassin a un problème, peu importe, elle doit subir la césarienne. Elle ne peut pas en avoir plus de 3. Si je comprends votre question, c'est que quand il doit subir les césariennes, c'est qu'elle ne peut pas avoir plus de 3. Oui, c'est ce qui est voilà. Bon, conçu. Si l'indication fait qu'elle a fait une césarienne une deuxième fois, oui, et qu'on fait une troisième fois. Une troisième fois, oui. Le maximum, l'extrême, c'est qu'on fait une quatrième fois. D'accord. L'extrême. Après la quatrième fois, vous savez, c'est inciser les mêmes organes 4 fois. Cicatrisation 4 fois. Lorsque vous allez prendre une cinquième gamme, vous risquez de faire une rupture utérine. D'accord. C'est à cause des cicatrisations sur le même organe qui fait qu'on évite d'y aller une cinquième fois. Mais parfois, il y a certaines femmes, même il ne faut pas dépasser 3. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Mais ne jamais dépasser 4. Ça, c'est la règle. Parce que vous risquez d'avoir une rupture utérine, vous risquez d'avoir une péritonite. Et là, les 3 autres qui sont, ou les 4 enfants qui sont là, qui vont s'en occuper. Vous allez les laisser. Voilà. D'accord, très bien. Bon, il y a une question qui, moi, me préoccupe et je suis sûr que ça préoccupe aussi les téléspectateurs. Quand vous finissez la phase de césarienne, combien de temps après il faut s'attendre à ce que vous alliez au cesse avec votre femme? D'accord. Bon, je pense que avant d'aborder le cas peut-être de la cicatrisation et même de reprendre les rapports sexuels, parlons déjà peut-être des étapes de la césarienne. Tout à fait. Bon, je vais vous épargner des étapes chirurgicales. D'accord. Mais je vais vous parler des étapes, une préparation psychologique. D'accord. D'informer les parents, la femme, si elle est consciente de ce qu'on veut faire, des avantages, des risques pour la mère, des risques pour l'enfant. Tout ça, mieux expliquer à la famille, pour que la famille comprenne pourquoi on veut aller à cet acte et qu'est-ce qui peut en découler. Maintenant que la famille adhère ou la femme adhère à l'acte, c'est déjà une étape, un gain. Parce que si elle n'est pas d'accord, c'est aussi un problème. Maintenant, si on réussit à convaincre la femme et qu'elle est d'accord, l'étape là est franchie. Maintenant, il y a l'étape des produits. Ensuite, il faut avoir le matériel nécessaire pour aller au bloc. C'est pas après, quand on arrive sur les champs, on commence par dire, il y a telle chose qui manque, il faut aller chercher. Ça peut être un danger. Donc, il faut prévoir tout avant d'aller sur les champs. Et maintenant, en prévoyant tout également, les indications de type d'incision qu'on va faire, tout ça là, l'opérateur a déjà vu la femme, examiné la femme, il sait déjà quel type d'incision il va faire. Il doit faire. De quelle façon, parce qu'il y a plusieurs types d'incisions pour faire la césarienne. Quand l'opérateur prend cette décision, maintenant, arrivé sur les champs, il y a 10 étapes pour faire une césarienne. Ça, c'est côté médical. Côté médical. En tout cas, nous avons de aussi... l'incision jusqu'à la sortie de l'enfant, la réparation, le pansement, tout. Ça comporte 10 étapes. Et 10 étapes. Oui, 10 étapes. Mais c'est des thèmes techniques. Oui, mais ce serait important aussi de nous parler de la réparation et d'après, parce que ce qu'on craint le plus, oui, quand la femme, tout se passe bien, c'est un soulagement, on rend grâce. Mais ce qui est plus dur pour la femme, c'est l'étape d'après, puisque c'est évident, on n'arrive pas à attacher le ventre. Bon, pour celles qui ne prennent pas le risque d'essayer, d'ailleurs, c'est pas conseillé puisqu'il y a une plaie là. Et donc, la femme voit
En même temps, les répercussions sur sa morphologie, son ventre qui ne va plus retourner, elle va grossir du ventre et donc tout ça fait que on craint d'aller à la césarienne, on craint qu'après on ne retrouve pas sa morphologie, qu'on ne se sente plus bien dans sa peau, qu'il y ait des observations qui n'honorent pas la femme et du coup qu'elle regrette d'avoir fait la césarienne. Et puis après, le temps qu'il faut passer pour espérer la cicatrisation, vous savez, il faut s'asseoir, l'histoire de s'asseoir sur faire le bain d'eau chaude qui ne vient plus. Voilà, comme on le dit, c'est une grâce. Et c'est une renaissance, autant pour la femme que pour la famille. C'est une étape très importante et quand on la franchit, il faut rendre grâce et il faut se dire qu'on est chanceuse ou chanceux d'avoir une femme qui vous donne un enfant et que Dieu vous a fait grâce, vous les avez tous en bonne santé. C'est vrai. Je pense que c'est cette paix-là qui témoigne du fait que l'accouchement est une souffrance. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir, les enfants s'attachent plus à leur maman qu'à leur papa. Donc je pense que c'est déjà l'essence même de l'accouchement. Et donc voilà, il faut puisque nous-mêmes les hommes, nous souffrons. Nous souffrons avant de... Si vous êtes dehors. Dans la prière. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que lors de cette césarienne-là, on stresse. Pour celui qui voit de l'extérieur, stresse peut-être que l'enfant n'est pas un bobo ou bien qu'il n'y ait pas une lame qui le tranche quelque part parce que voir la tête déjà juste à côté et voir toutes ces incisions qui sont, disons, pas loin de la tête, on stresse quand même. Malgré tout. Et je pense qu'avant que l'opération ne se fasse, je pense qu'il y a l'anesthésie qui est faite. Donc la femme est inconsciente en quelque sorte. Donc c'est après qu'elle découvre que elle a été et ça pas qu'elle découvre de toute façon. Non, aujourd'hui on peut faire la césarienne, le médecin est là, il va pouvoir on peut faire la césarienne en étant consciente même si c'est pas totalement. En tout cas, une anesthésie localisée si je ne me trompe pas, docteur. Tout à fait. C'est une vidéo intéressante. C'est vrai que ça fait peur, mais en réalité, c'est avec une précision chirurgicale, comme on l'a dit. Oui. Et comme je le disais, dans 10 étapes, chaque niveau de muscle est traversé avec une précision. La dernière couche ne se coupe pas de façon hasardeuse pour pouvoir ne pas tailler une incision sur le fœtus qui est à l'intérieur. C'est fait de façon, en tout cas, si l'opérateur très précise et je pense que c'est quand même une belle vidéo et ça montre comment les choses se passent et pour que les gens ne pensent pas que c'est aussi facile d'aller à la césarienne. Non, celui qui opère est dans toutes ces étapes parce qu'il faut qu'il se concentre pour traverser chaque muscle un à un jusqu'à atteindre l'enfant, sortir l'enfant. Vous avez vu comment sortir l'enfant, c'est pas aussi facile. Non, pas il faut le sortir de manière pour éviter qu'il vous entraîner des fractures ou l'élongation du plexus brachial, ce qui se fait généralement quand l'enfant est trop gros, on vient accoucher par voie de force pour éviter de l'avoir sur le champ opératoire parce que si on a décidé d'aller à la césarienne, c'est pour éviter toutes ces complications-là. Il faut le faire de façon méticuleuse pour éviter ces complications. Maintenant, et ce n'est pas nécessaire tout le temps qu'il faut endormir la femme. Ça dépend du type de césarienne que vous faites, les césariennes programmées. On peut juste faire une anesthésie localisée qui fait que la femme est consciente, il voit tout le monde et la césarienne est pratiquée, c'est en 15-30 minutes, c'est fini. Et on est sorti du bloc. Wow, intéressant. Bien, alors, quand on fait tout cela et qu'on sort l'enfant, je sais qu'il y a des préoccupations qui sont, disons, encore sur le tapis auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Néanmoins, qu'est-ce qui peut se compliquer en réalité lors de cette opération? La césarienne n'est pas un acte anodin qui est sans conséquence. Non, comme toute chirurgie, comme toute opération, ça c'est risque. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'enfant. Alors, si je prends pour la femme, là, on va parler des risques préopératoires, c'est-à-dire pendant l'opération. Le produit utilisé pour anesthésier la femme, si c'est une femme qui développe une allergie par rapport à ça, il va faire automatiquement une réaction allergique sur la table. Ou bien la quantité est mal dosée par rapport au poids, par rapport à ses antécédents, l'anesthésie est mal dosée, ça peut ne pas marcher ou ça peut marcher de travers. C'est un risque, c'est pour ça ceux qui vont au bloc pour aller pratiquer la césarienne, c'est pas n'importe qui. Il faut être formé pour ça, il faut avoir cette précision-là. Les produits anesthésiques, toute l'opération dépend de l'anesthésie. Si c'est mal fait,
ça peut Pas se qu'elle se compliquer. réveille. Il faut qu'on finisse, la que l'anesthésie réveille. Madame, mais c'est pour ça aujourd'hui, pour la césarienne, c'est plus compliqué. La personne en éveille pour la césarienne, on finit, on les transmet juste dans la salle et la douleur, la césarienne, ça s'estompe et la vie continue. Sinon, si ce n'est pas des cas d'urgence où on sait que la femme est totalement dans les vapes et qu'il faut une anesthésie générale pour pouvoir permettre une bonne césarienne, ce n'est plus obligatoire de courir sur l'anesthésie générale pour endormir. C'est ce qui fait peur souvent chez l'Africain. On va tuer ma femme, après on va le réveiller. C'est ça, donc il ne veut pas prendre ce risque. C'est risque. Non, on ne tue personne. On l'endort simplement. La personne s'endorme et on finit. Il se réveille, tout simplement. C'est pas qu'on le tue, on le réveille. Il tient à sa femme et son enfant. Alors, pendant l'acte là que vous avez vu, ça peut arriver qu'un vaisseau, une veine, une artère, ça s'est sonné de façon accidentelle. Là, vous allez avoir une hémorragie. Donc la femme peut commencer par saigner là et que ça ne va pas s'arrêter. Vous ne courez pas, vous ne clampez pas la terre, vous ne trouvez pas la terre. La femme fait un choc sur la table et elle en meurt. Donc ça, c'est les risques quand on est en train d'opérer. Alors, il y a le risque également en faisant cette excision-là de toucher la vessie qui est juste à côté, accolée à l'utérus. Oui. Vous ne savez pas faire la différence. Vous risquez de léser la vessie et là, la personne aura des fuites permanentes d'urine. Et c'est des complications que ça peut arriver. C'est pour ça que ce n'est pas un geste qu'on coupe parce qu'on a dit que c'est gratuit, qu'il faut y aller. Non, c'est risqué et chaque risque doit être étudié. Et celui qui opère est formé pour ça, donc il ne devrait pas savoir ce qu'il faut aller chercher. Alors, il peut y avoir d'autres complications qu'on a allé sur le champ, on est en train d'opérer et qu'on constate qu'il y a d'autres organes qui se sont cassés dans le ventre, dans une péritonite préopératoire, donc ça peut arriver. C'est très très rare, mais ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe. Alors, quand on finit l'opération, il faut fermer les muscles dont vous voyez là, étape par étape, un à un. La façon dont vous êtes rentré dedans, vous ressortez de cette même façon. Un à un. Un à un, jusqu'à Donc que vous chaque ressortez. muscle, il faut recoudre. Il faut recoudre jusqu'au niveau de la peau. Alors, cet processus peut être à la fin ou après un post-opératoire, c'est surinfecté. Oui, donc Ça dépend. voilà. Ça peut être une femme qui a une infection, par exemple, génitale ou une infection sur la grossesse. Les risques sont encore plus élevés pour elle de faire une infection de postpartum par rapport à celle-là qui n'avait rien en allant sur le champ. Alors, en dehors de ces infections, le fait que la femme sera couchée après l'opération, ça peut lui provoquer une embolie. On parle des maladies thromboemboliques. Ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être une thrombose veineuse des moments inférieurs. Ça dépend du nombre de durée, le temps que la femme passe en position alitée après l'opération. Donc, si c'est une situation d'urgence, la personne a déjà perdu conscience, vous savez que le temps pour la personne de se réveiller sera encore plus long que celui-là qui était allé conscient et qui est toujours resté conscient jusqu'à la fin de l'opération. Et les risques sont différents. Donc, les risques sont évalués en fonction du type de césarienne et de la femme qu'on a amenée sur la table d'opération. Alors, il peut y avoir, après les troubles de transit, c'est-à-dire la femme ne reprend plus les selles. Ça peut être pour un problème lié à l'anesthésie, des effets secondaires de l'anesthésie. Ça peut être un problème lors de l'intervention, peut-être, qui a bloqué le passage des selles. Là, si ça ne sort pas au-delà de 6 heures, ensuite on évalue, on met des traitements, ça ne sort pas, il faut repartir ouvrir. Pardon? Oui. Mais si les selles ne sortent pas et que c'est un obstacle que vous avez, qui a été créé de façon accidentelle, il faut lever l'obstacle. Si vous ne levez pas l'obstacle, vous allez parler d'occlusion intestinale après encore, qui peut encore se rompre et devenir une péritonite. Là. Donc il faut repartir en urgence, réouvrir et voir d'où est-ce que le problème s'est posé, rétablir le transit et refermer. C'est pas vrai. Ce n'est pas sans risque. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un geste anodin où, quand l'indication est posée, on sait déjà tout ce qui peut y arriver, on sait comment prendre des précautions pour éviter que ça arrive. Alors, il peut arriver que les femmes développent l'anémie après. Il y a des femmes qui ont déjà l'anémie avant d'aller sur la table. Ensuite, après l'opération, l'anémie se complique. Là, on est obligé de transfuser pour sauver la vie de la mère, pour lui permettre de s'occuper de son enfant. C'est pour ça qu'on dit aussi que les CPN sont très importants parce que si vous ne faites pas, par exemple, les bilans prénatals, quand dès que vous avez une anémie, et que l'anémie a été corrigée avant l'accouchement, même pas accouchement par voie basse simplement, vous allez finir accoucher, l'enfant sera anémique à la naissance. Dans les 2 heures, 3 heures, on est obligé de transfuser l'enfant. Bah, si la maman n'a pas assez d'hémoglobine, comment vous voulez que l'enfant ait? Parce que tout ce que l'enfant a, c'est la maman qui donne. Donc l'enfant aussi naît anémié. On est obligé de transfuser l'enfant immédiatement pour sauver la vie de l'enfant. C'est toujours bien d'aller se faire consulter. Quand ça ne va pas, on corrige tout ce qu'il faut avant cette étape. C'est une étape très importante. Vous allez saigner, vous allez perdre du sang. Et ce sang, si vous n'avez déjà pas beaucoup avant,
ça va s'aggraver. Donc c'est pour ça que c'est très important les consultations prénatales pour pouvoir évaluer tous ces risques avant d'arriver à l'accouchement. Alors, pour l'enfant, ce n'est pas sans risque. Comme vous le voyez, pendant l'opération, il peut arriver que la lame, pour sectionner les dernières couches, traverse la tête de l'enfant et lui créer une plaie qu'on est obligé de situer en urgence pour éviter une hémorragie qui peut être fatale pour l'enfant. Parce que les enfants naissent sains, innocents, et quand quelque chose lui arrive, c'est toujours fulminant. Donc, on court pour pouvoir sauver la vie de l'enfant. Ça peut aussi arriver qu'en tirant sur la tête ou les membres de l'enfant, on élonge son plexus accidentellement. Et l'enfant, quand il va commencer à grandir, il va aller voir qu'il a un retard par rapport aux autres enfants. Donc, c'est un risque qui peut arriver, qui n'est pas nul, mais c'est très rare. Les dispositifs, les appareils sont là pour, les écarter autres là, sont là pour pouvoir sortir l'enfant dans de bonnes conditions pour éviter de créer d'autres pathologies qu'on a évité pour aller à la césarienne. Si on a évité ça par les seins, pourquoi après la césarienne encore avoir les mêmes problèmes? Donc voilà. Alors, ça peut arriver que l'enfant, pendant ce processus, avale le liquide amniotique et il avale de travers. On dit c'est pas passé, les enfants n'arrivent pas à faire la différence. La glotte là, c'est pas mature. Donc tout ce qui rentre sort peut passer de l'autre côté où ça ne distingue pas les voies. Donc ce qui fait que l'enfant peut être asphyxié. On sort l'enfant et il a du mal à respirer. Vous voyez, quand on a sorti l'enfant, on est en train d'aspirer. Voilà, c'est pour éviter que le liquide, le peu qu'il a pris là, entre dans ses poumons. On aspire rapidement, on sort tout et l'enfant commence pas à pleurer. Voilà. Donc voilà les complications qu'on peut aborder. Oui, on a abordé les complications, on a parlé d'erreurs médicales. Il y a des erreurs sur lesquelles le médecin est passé sous silence. Les erreurs liées à l'oubli de quelque chose dans le ventre de la femme. Il y a des cas qui arrivent et puis après, il faut rouvrir encore pour, lorsqu'on comprend, sinon après, on va se tordre de douleur, on va dire que une vieille est entrée pendant que la dame était en travail, en accouchement, une vieille est passée par là et peut-être ça va rester là, ça va créer tout ce que ça va créer, peut-être c'est après, elle va mourir avec ou si dans les échographies, on finira par se rendre compte que quelque chose a été laissé et qu'il faut la sortir. Oui. C'est possible, ce qui se laisse peut-être souvent, c'est les tampons. Les tampons qu'on prend pour enlever le sang quand on fait l'excision, ça peut arriver qu'ils oublient. C'est rare d'oublier un pince ou quelque chose parce que vous avez le matériel qu'on utilise, c'est des grosses matériels pour faire la césarienne. C'est pas des petits comme dans les autres chirurgies où on ouvre tout l'abdomen, on dépose les petits objets, ce qui fait qu'on peut oublier certains matériels. Choses, oui. Mais c'est comme on peut oublier souvent, c'est le tampon qu'on peut utiliser. Donc, et ça crée des dommages? Oui, parce que c'est un corps étranger que vous laissez à l'intérieur. Ça peut créer une inflammation, une infection. Après l'accouchement, la femme sent toutes des douleurs atroces, ça ne s'améliore pas. Et là, dans l'exploration, on se rend compte qu'il y a quelque chose autour duquel il y a une inflammation. Qu'est-ce que c'est? C'est là, c'est en repartant sur le champ qu'on découvre en fait que c'est des tampons qui sont à l'intérieur. C'est possible. Qui paie pour ce retour sur le champ? Et ça dépend de quelle structure, dans quel pays vous êtes. C'est pour ça c'est important, je profite pour ouvrir la parenthèse, c'est pour ça c'est important d'avoir des informations. Même quand on n'a pas été à l'école, il faut que dans la famille, quelqu'un essaie d'expliquer à la femme, à son mari ou à l'entourage ce qu'implique tout le processus qu'il y aura autour de la grossesse. C'est pas une maladie, mais tout le processus qu'il y aura autour de la grossesse, l'accouchement. Parce que ce qui fait le problème, c'est le manque d'information. On n'a pas l'information. Et pour revenir, on a déjà parlé des erreurs médicales dans une émission de la Cour commune, oui. Comme on n'a pas l'information, quand ça arrive, vous payez encore pour une autre intervention parce que vous allez payer pour faire les échographies, tout ça là. Vous n'allez même pas vous dire, OK, oui, ils ont fait des erreurs, on passe dessus. Il faut pouvoir chaque fois taper du poing sur la table, avoir les informations qu'il faut. Même si c'est pour l'accouchement, même si vous savez que le médecin, il maîtrise sa matière, qu'est-ce qui vous empêche de demander à un enfant à côté de vous qui a été à l'école, va aujourd'hui sur Internet, on a tout, va sur Internet, on va voir. Et quand vous allez poser aussi la question, même si le médecin vous dit à l'avance, on se fera une césarienne programmée parce que ça ne vous empêche pas d'aller vous-même chercher l'information ailleurs et à la prochaine consultation lui dire, j'ai lu ci, j'ai entendu ça, pourquoi, qu'est-ce que ça implique sur moi. Donc ça permet aux médecins aussi, ça attire leur attention sur le fait qu'il faut être davantage professionnel, qu'il faut apporter l'information. L'information est la base
de toutes choses. Et ça vous évite à la fois les complications, tout ce que les parents peuvent vous reprocher et ce que la femme aussi a envie ou a besoin de savoir, avoir comme information. Oui, c'est vrai. Il y a quand même, c'est très important ce qu'elle a dit parce que personne n'est parfait, je vais dire. Il y a parfois des erreurs qui viennent. On paye toujours le prix de nos erreurs, naturellement. Que ce soit même si les parents n'ont pas porté plainte, nous-mêmes consciemment, ça nous dérange. On sait que c'est une pénitence pour nous parce qu'on vient de commettre une erreur qui est peut-être fatale pour la personne. C'est pas tout qui vivent, ce qui est déjà parti, on va pas. Donc c'est quand même important. C'est quand même important de toujours revenir là-dessus. Je sais que tôt ou tard on va finir par y arriver. Il y a des institutions qui, pendant chaque erreur qu'on commet, on a toujours des prix à payer derrière. Mais il y a un élément sur lequel je veux revenir rapidement, c'est après la césarienne, l'enfant qui est sorti, il y a beaucoup de gens, quand on dit que le bébé va à la crèche, c'est tout un autre problème. On ne fait pas une césarienne et les parents vont venir prendre le bébé. Non. Les 24 prochaines heures sont très délicates pour l'enfant qui vient de sortir d'une césarienne. D'accord. Donc, en fait, quand c'est la césarienne, on ne vient pas voir. Le bébé n'est pas à la famille. Non. C'est directement dans les conditions normales, le bébé sort de la crèche, on vous demande d'aller voir le bébé en néonatologie. C'est-à-dire le bébé est déposé directement à la néonatologie sous surveillance. D'accord. Parce qu'on a utilisé un produit pour anesthésier la maman. Oui. Vous ne savez pas ce qui va provoquer la réaction chez l'enfant. On ne sait pas. C'est dans les prochaines 24 heures, c'est très important pour surveiller l'enfant. Si après 24 heures, l'enfant se porte bien, on vous appelle, on vous remet le bébé. Alors que la famille veut avoir accès à son bébé. À son bébé, quand on dit que c'est la crèche, c'est que c'est un autre problème, c'est que mon enfant est malade. Non, ça ne veut pas forcément dire que l'enfant est malade. D'accord. Non, quand l'enfant sort du bloc, il faut le surveiller. Ça peut être un problème secondaire, ça peut être un problème de l'anesthésie, ça peut être, on ne sait pas. Mais 24 heures, il faut surveiller l'enfant. Si l'enfant va bien, il faut remettre le bébé aux parents. Mais c'est nous aussi, les agents de santé, qui ne facilitent pas les choses. Parce qu'on a un parent ou qu'un parent dit, le bébé sort, non, on remet le bébé aux parents. C'est ça. Et il y a même des structures, on remet directement le bébé aux parents, on dit qu'allez consulter un pédiatrie ou aller voir un pédiatre pour consulter l'enfant. Non, c'est pas possible. L'enfant doit être sous surveillance. Moi, j'ai reçu beaucoup de décès après accouchement même, la papa basse. Parce qu'on n'a pas vu l'enfant, les conseils d'accouchement n'ont pas été bien, mais on explique les choses aux parents. Amenez l'enfant là où quelqu'un peut voir vite l'enfant. Non, on garde le bébé sous le lit. Et la maman s'est endormie. Le temps de se réveiller, l'enfant n'est plus. C'est là quand l'enfant ne bouge plus, elle ne commence pas à pleurer, elle ne commence pas à courir pour venir à l'hôpital en pédiatrie. Non, c'est pas comme ça. Quand l'enfant sort, il faut toujours que quelqu'un voit l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a? Quelles sont les conditions d'accouchement, de la grossesse d'accouchement? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on peut voir tout pour éviter ces complications-là. Ce serait dramatique sur la grossesse, de venir subir tout ça et venir maintenant perdre le fruit final. C'est très important que les gens soient informés de pourquoi cette décision. Quand un bébé passe par moi et que c'est une césarienne, je dis aux familles, même si le bébé est bien portant, il jacasse, je le garde sous surveillance pendant 24 heures. Après, si tout va bien, je vous le remets. Si vous ne voulez pas, vous me signez une décharge. Parce que quand vous allez partir, que le bébé aura quelque chose, vous allez revenir pour me dire que c'est le traitement même qui nous a remis le bébé. C'est ça. Et c'est nous qui payons les prix parce qu'on va dire que c'est une erreur. Parce que moi, je n'ai pas pris un papier pour me protéger. C'est pour ça, en tout cas, tous ceux qui me connaissent là où je travaille, savent que quand on passe par moi et que c'est un bébé, même si c'est un bébé de personnel de la maison, d'un médecin, il va signer une décharge avant de partir avec le bébé. Parce que c'est moi, je dois me protéger. Parce que je sais que toutes ces complications, c'est possible. C'est possible. Très bien. Oui, le médecin en parle et c'est bien qu'il interpelle beaucoup plus ses collègues. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, le temps qu'on passe à l'hôpital pour les expériences qu'on a après accouchement est réduit. Parce que le bébé se porte bien, le matin la dame accouche, le soir tout va bien, ok, tu prends ton bébé, vous pouvez rentrer le soir ou le lendemain matin. Et donc, si la femme ou la famille vous fait confiance et que vous ramenez le bébé, qu'il n'a rien, que vous ne lui indiquez pas forcément, ou que vous-même vous ne prenez pas à charge le fait d'amener le bébé à la pédiatrie et de demander à la famille, allez là-bas, non, il n'y a rien, c'est juste pour comment on appelle, c'est juste pour la routine, pour voir si l'enfant va bien ou pas. Et que vous laissez l'enfant à la famille, qu'est-ce qu'on veut? Si notre bébé va bien, pourquoi nous allons passer des heures encore à l'hôpital, alors que l'hôpital non plus n'est pas aussi sain que ça? Vous savez, à l'hôpital, on peut contracter des infections également. Donc, on rentre chez nous parce que tout va bien. Ça nous fait de l'économie. On rentre pour... Ça nous fait de l'économie. Donc, il faut véritablement que ce n'est pas... Quand c'est une question de vie et que vous avez la responsabilité
responsabilité parce que quand la dame est là, sa famille est là, c'est de votre responsabilité que tout le monde aille bien. Vous n'allez pas voir les beaux yeux de la famille si c'est important pour l'enfant de faire tout ça. Alors, docteur... Oui, j'ai une question qui est restée sous... Non, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Bon, il faut parler d'accouchement avant de parler de l'après-Amérique. Absolument. Alors, docteur, quelque chose à ajouter avant qu'on aille Oui, sur notre point? vous savez, il y a deux camps qui travaillent pour la santé de la mère et de l'enfant. Il y a les gynécologues, il y a les pédiatres. Ceux qui sont en gynécologie vont suivre la grossesse jusqu'à qu'ils vont sortir l'enfant. Oui. Quand ils sortent l'enfant maintenant, ils nous appellent, ils nous envoient, par exemple, nous qui sommes en pédiatrie. Alors, c'est inconcevable qu'on fasse une césarienne et qu'on dit que le bébé à la pédiatrie, que les parents s'opposent. Parce qu'en fait, c'est des étapes qui doivent être déjà expliquées avant l'intervention. À la maman. Pendant le suivi de la grossesse, au cas où césarienne arrivait, quand votre enfant sort, il faut nécessairement que ça passe par tel circuit et que l'enfant soit suivi et après on vous remet le bébé. Vous savez, quand on fait une césarienne, on ne peut pas rentrer avant 24 heures. La maman ne peut pas sortir de l'hôpital avant 24 heures. Avant 24 heures. Non, c'est impossible. Si quelqu'un fait ça, c'est lui qui prendra les risques de tout ce qui va se passer après. Maintenant, après 24 heures, on sait que après 24 heures, même si la maman est libérée après 24 heures, l'enfant également est libéré s'il n'y a aucun problème. Mais si l'enfant développe une complication après, c'est la césarienne. Là, c'est là on commence par poser des indications de ce qu'il faut faire, pendant combien de jours. On prévoit. La maladie est là, on soigne, mais on ne peut pas dire combien de jours ça va être guéri. C'est clair. Donc voilà. Donc je tiens à faire cette précision pour dire que ce n'est pas toujours les fautes de ceux qui sont en pédiatrie, parce que si vous venez en pédiatrie, c'est que pour moi, on doit déjà expliquer que quand l'enfant est sorti de la césarienne, c'est que vous allez rester chez moi en surveillance pendant 24 heures. Si c'est bon, je vous remets le bébé. Vous mettez le processus en branle et on commence à et on dit non. Bon, c'est pas compliqué, je vous remets papier, vous signez. Mais au moins, j'ai posé l'indication, j'ai écrit tout ce qui est écrit. Si quelque chose en découle comme problème, vous assumez. Très bien. Voilà. Alors, après la césarienne, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la maman qui a subi la césarienne? C'est vrai que Alila, toi, a posé une préoccupation sur déjà le développement, ou bien, disons, la manière dont on se sent après donc cette césarienne-là, qui n'est pas forcément une bonne image qu'on a de soi. Qu'est-ce que la maman peut mettre en place après la césarienne, déjà pour retrouver une forme, commencer ses activités et pourquoi pas retrouver un peu de sa santé physique? Vous savez, je le répète sur ces plateaux, les femmes ou les corps humains sont différents. On ne peut pas appliquer ce qui s'applique à A à B. C'est nécessaire, mais ça va fonctionner. Non. Chaque femme est unique, a ses antécédents, a ses facteurs de risque qui accompagnent tout ce qu'il a. Vous savez, il y a des femmes qui ont... en fait, ils développent plus les kéloïdes. Qu'on appelle les kéloïdes, c'est quand il y a une cicatrisation, ça ne cicatrise toujours pas bien. Ça forme des petites boules. Ces femmes-là, par exemple, vous faites une césarienne, ne vous attendez pas à avoir une cicatrisation fine et invisible. C'est impossible. Ça ne dépend pas de celui qui a fait la césarienne, ça dépend du corps de la femme qui est là. Il y a des femmes, quand ils finissent la césarienne en une semaine, là, elles sont déjà debout en train de... C'est pas quelle occupation. Et il y a des femmes, il faut au moins 1 mois, 2 mois d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes choses à toutes les femmes. Non. Le rétablissement de la femme après la césarienne dépend d'elle, de son corps. Ça dépend. Certes, il y a des normes, on dit que telle période, ça devait aller. Ça, c'est que des suppositions. Mais ça va varier maintenant d'une femme à l'autre. D'autres vont aller plus vite, d'autres iront plus tard, d'autres iront rester dans la fourchette prévue. Donc, l'entretien du corps dépendra de celui qui a opéré. Quels sont les soins après du postpartum que l'opérateur a prescrit? Parce que c'est lui qui est allé sur le champ, c'est lui qui a fait l'incision, il sait comment les incisions sont, ils connaissent toutes les caractéristiques, quand ils voient une peau, les muscles, ils connaissent. Donc, il donne toujours des indications après l'acte. Et ces indications doivent être suivies par la femme. Et ce n'est pas les mêmes indications qu'il va donner à toutes les femmes qui fait la césarienne. Non, ça va varier d'une femme à l'autre. C'est celui qui fait l'opération, qui donne les indications, mais on sait que de façon classique à toutes les femmes qui ont fait une césarienne, c'est d'éviter de faire des pressions sur l'abdomen. Tout ce qui peut être lourd, activité qui va mener à faire des pressions, ça peut provoquer une lâchage des fils de suture. Et là, c'est des complications du pouce qu'il faut encore commencer par courir. Là, on sait que ça, c'est classique à toutes les femmes. Et la même chose, les massages à l'eau chaude. Ça, là, on sait que c'est classique à tout le monde. Toutes les peaux ne supporteront pas la chaleur ou l'eau chaude sur les points de suture. Vous allez lâcher les points de suture. Et encore courir après. Ça, on sait ça là. Vous pouvez vous masser la tête, les pieds comme vous voulez, mais ne massez pas la plaie opératoire.
Maintenant, ce qui arrive, si la plaie, vous voyez que ça cicatrise, on vous dit à l'hôpital pendant les pansements que c'est bon. Si vous voulez attacher votre ventre, attachez votre ventre. Mais attention, quand on dit attacher les ventres, il y a des gens carrément, ils n'arrivent même plus à respirer. Oui, Et ça là, c'est dangereux. Non, c'est pas comme ça. Il faut que ce soit ample, progressivement, de façon progressive, jusqu'à ce que vous sentez que oui, ça va. Mais si vous devez, en un coup, avoir le résultat d'un coup, vous allez créer d'autres problèmes. Vous allez, en faisant ça, vous poussez sur l'utérus et vous allez provoquer une prolapsus utérine. C'est-à-dire l'utérus va descendre dans votre vagin carrément. Et là, oui, ça s'en appelle prolapsus utérine. C'est-à-dire, après l'accouchement, vous pensez que qu'en attachant les ventres, vous allez réduire la taille. Mais en fait, vous avez trop attaché parce que ce n'est pas progressif. Ça va pousser sur l'utérus. L'utérus en descendant, il va descendre complètement dans le bassin. Et là, vous allez vous remarquer que votre col est beaucoup plus proche qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Ouais, vous avez mis trop de pression. C'est progressif et chaque femme doit apprendre à connaître son corps et savoir comment, de façon progressive, après un accouchement, que ce soit par voie basse, que ce soit par césarienne, c'est très important. Très bien. Merci, docteur. Je suis sûre que les autres informations, vous allez nous les donner tout à l'heure, au fur et à mesure, même si la question de Émeric reste en suspens. Ouais. Mais répondez d'abord avant qu'on ne retrouve Modeste Dossou-Togbe. Voilà. Pour la question des rapports sexuels après une césarienne, que c'est la même chose, même question qui vient souvent après l'accouchement par voie basse. Parce que c'est un moment délicat pour la femme qui vient d'accoucher. Il n'y a pas d'indication formelle sur la période à laquelle on peut revenir à l'acte sexuel après une césarienne, ou que ce soit par voie basse. Mais il existe une indication formelle sur le temps de cicatrisation d'une plaie opératoire. D'accord. De la plaie utérine. C'est entre 4 et 6 semaines. D'accord. Si après ça, en tout cas avant ça, on évite qu'on introduise quoi que ce soit dans le vagin, qui peut affecter l'utérus, le mieux c'est de ne pas provoquer quelque chose après qu'on va encore courir. Mais après 4 à 6 semaines, ça dépend de la femme. Si après 4 semaines, la femme se sent parfaitement bien, c'est bien. Mais si après 4 semaines, la femme ne se sent pas bien, patientez. Il faut 45 jours après, on se dit qu'après le 45e jour, on se dit, normalement, pour une femme classique, il devait y avoir une cicatrisation totale. Comme il le faut, pour ne pas dire totale, ça ne va pas être total tout de suite, petit à petit, parce qu'en dehors de qu'il y a une plaie, là, il y a aussi une plaie psychologique également qu'il faut cicatriser. Ça varie d'une femme à l'autre. Il y a des gens, après 2 semaines, 3 semaines, ils sont déjà passé. C'est déjà passé, la vie continue. Il y en a, il faut encore 3 mois, 6 mois, ainsi de suite. Ça varie d'une femme à l'autre. Mais ce qui est important, que vous devez savoir, c'est que l'accouchement, ça va créer un désordre hormonal. C'est-à-dire, les hormones qui vont chuter et va provoquer l'accouchement, tous ces hormones-là vont faire que la libido de la femme sera troublée. Donc ça peut avoir d'impact sur sa libido. C'est pas ça peut. Ça va avoir un impact. Et il y aura un manque de performance. Hein. Ça c'est clair. Vous ne pouvez pas. Il faut même pas aller d'abord à performance. Oui. Envie d'abord. Envie. L'envie d'abord. Avant d'y aller, il faut passer par plusieurs étapes. D'abord, ces hormones vont créer un désordre et qui va faire que la femme, l'envie là, n'y est pas. La souffrance, le stress, la douleur qu'elle a subie pour l'accouchement, c'est encore là. Elle n'a pas encore fini de régler ça dans sa tête avant de se lancer pendant 3 mois. Dans des activités sexuelles. Il faut la comprendre. Et ça aussi, il faut comprendre les femmes que les actes sexuels avec pénétration ne sont pas autorisés pendant cette période dont j'ai parlé. C'est ça. Même si c'est 3 mois que vous voulez vous donner pour vous récupérer, c'est vous qui voyez. Ça, c'est femme dépendante. Mais médicalement parlant, c'est 4 à 6 semaines. Après 6 semaines, c'est quelqu'un peut. Tant mieux. Mais s'il ne peut pas, il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre. Maintenant, les caresses, tout sauf la pénétration, sont encore beaucoup plus bénéfiques pour la femme. D'accord. 1. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, je l'ai déjà dit sur cette émission. Oui. L'attachement entre les deux, parce que lorsque la femme, après l'accouchement, néglige son homme, vous allez avoir un problème dans le couple. Parce que l'hormone, l'ocytocine, n'entend pas les c'est pas sécrété de façon mutuelle entre l'homme et la femme, mais que c'est parce que la femme, pendant l'allaitement, c'est l'ocytocine qui déclenche l'allaitement. C'est ça. Donc, ça s'attache à son enfant. Non, ça s'attache à son enfant, il oublie. Donc, vous avez compris, hein? Même si vous ne voulez pas aller directement à l'acte, trouvez des astuces, des moyens, au moins pour garder votre homme. Garder ça. Un enfant ne remplace pas un mari. C'est ça. Chacun a sa place clair. dans la maison. Donc, vous devez apprendre ça. Il y a aussi le fait que l'image corporelle, quand la femme se regarde après l'accouchement, ça, elle est dégoûtée. Non, mais c'est quel corps ça? Elle perd de l'estime de soi. L'estime de soi,
prend un coup et du coup, aller à l'acte sexuel avec quelqu'un, c'est difficile. C'est pourquoi il y a des femmes qui font jusqu'à 1 an avant de pouvoir réussir à passer les caps. C'est pas simple. Donc, il faut un accompagnement psychologique. Et il faut la compréhension du monsieur derrière. Du mari parce que s'il n'y a pas de compréhension, elle le ne peut monsieur pas ira se dehors débloquer. tranquillement. Elle va découvrir que le monsieur allait dehors. Et Cette ça- pression encore va. Encore que vous s'ajouter. devez savoir que les soucis, les pressions là, bloquent la sécrétion de la thé. Et votre enfant va en souffrir parce qu'il ne va pas trouver de lait. C'est ça. Voilà. Donc, faut pas stresser la femme Le qui mieux, c'est allait de en savoir- fait. C'est pour ça qu'il dit toujours, quand il voit les familles qui viennent avec les bébés, je les demande comment ça va avec la famille. Si la famille doit avoir un blocage pour que l'enfant que moi j'ai sur cette table ne trouve pas à manger, ne grandit pas, on ne va pas Voilà. s'entendre. C'est ça. Je dis toujours les problèmes de famille, oh, on ne va pas poser si, non, tu ne peux pas l'épouser, non, après l'accouchement, tu reviens à la maison, tout ça là. C'est des trucs qui mettent la femme dans Tous les dépression, états, et oui. tous ces états, qui fait que la sécurité. Aujourd'hui, quand je disais sur l'émission qu'il y a des femmes qui ont des seins un peu volumineux, mais il n'y a toujours rien dedans, en fait, c'est des facteurs en fait, qui bloquent cette sécrétion-là. Le bien-être, en Le fait. bien-être de la femme après l'accouchement. Psychologique. Ça doit être très important. Inquiétez tout le monde de la famille. Après, vous allez faire votre bruit. Mais là, si vous faites du Faut bruit, là, prioriser l'enfant. il faut prioriser l'enfant parce que l'enfant va en souffrir correctement. Et c'est vous-même, vous serez la première encore à dire qu'il y a une sorcière ou un sorcier quelque part qui fait quelque chose à l'enfant, alors qu'il n'y a rien. Très bien. Nous recevons à présent Modeste Dossou Togbe. Voilà, Modeste, bon retour sur le plateau avec les messages. Alors, à la question entre l'accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne, quel serait votre choix? Il faut dire que les femmes n'ont pas répondu à D'accord. la question, donc il n'y avait que d'hommes. Alors, le premier message qui dit « Bonjour, le plateau. Mon choix, c'est l'accouchement par voie basse, car la césarienne peut avoir des complications dangereuses. Mais il arrive des fois que l'accouchement par césarienne soit la seule possibilité la plus choisie. Des erreurs médicales peuvent amener jusqu'à la perte des vies humaines. » Un autre message qui dit « Bonjour, naturellement je choisirai l'accouchement par voie basse puisque je connais bien de quoi il s'agit. La césarienne, quand la femme accouche par voie césarienne, elle a des cicatrices et la blessure ne se guérit pas vite. Mais là, le choix est vite fait parce que vouloir être... Et pourquoi, vouloir aller contre l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire accoucher par voie basse comme l'a prescrit Dieu. Alors, les choix, mon choix, c'est la voie basse. Il y a plusieurs messages qui me disent qu'ils préfèrent la voie basse que par la césarienne. D'abord parce que la douleur unique et la cicatrice, ça demeure et vous ne pouvez plus vous habiller comme vous voulez. Alors, un dernier message qui dit « Je préfère la voix basse. C'est naturel et il n'y a pas de cicatrice après. Si les femmes avaient été créées pour donner naissance par césarienne, je pense que Dieu n'aurait pas dit « Vous enfanterez en douleur. » Ah, bon, comme si par césarienne, il n'y a pas de douleur. Ils n'ont qu'à aller demander aux femmes qui ont subi la césarienne. Hein. Je pense qu'il y a la douleur également là, quand on voit la plaie et autres, les pansements et autres. Alors, docteur, une réaction peut-être sur le message? Oui, une réaction pour peut-être expliquer que les gens pensent que la césarienne est beaucoup plus dangereuse que l'accouchement par voie basse. Oui. C'est pas tout à fait aussi vérifié. Hein. L'accouchement par voie basse est encore beaucoup plus dangereuse. Parce que déjà, la douleur, ça dépend de votre facteur de risque dans tout. Un asthmatique, un dépendantité, tout ça là. Quand vous voulez accoucher par voie basse, la femme risque de passer sur la table d'accouchement. Ça veut dire qu'aussi quelque part, c'est aussi dangereux. Alors, lorsque vous prenez la césarienne, vous prenez la douleur ça peut arriver que vous avez déjà votre douleur avant de vous opérer, hein, pour dire que ça ne veut pas forcément qu'on n'aura pas mal. Non, vous pouvez avoir mal si vous avez déjà commencé votre travail et que ça ne progressait pas et qu'il y a une complication après quand vous avez opéré, vous avez toujours les mêmes douleurs que quelqu'un qui a accouché par voie basse. Alors, les avantages de faire la césarienne, peut-être, les gens ne comprennent pas que c'est aussi avantageux quelque part pour réduire la douleur. Ensuite, l'accouchement par voie basse, c'est un accouchement qui nécessite beaucoup plus le périnée de la femme. Oui.
ça sollicite beaucoup le périnée de la femme et en même moment, ça étire le périnée. Ce qui fait que quand vous accouchez par voie basse, votre périnée, il faut rééduquer. Si vous ne rééduquez pas, ça risque de ne pas revenir en position initiale. Alors que quand pendant la césarienne, vous n'avez fait aucun effort sur le bassin, le périnée, c'est toujours intact. Là, c'est encore un avantage pour les femmes qui n'ont pas accouché par voie basse. Et ça, c'est important, surtout pendant les actes sexuels après l'accouchement. Il y a certains maris qui se plaignent. Et c'est logique parce que l'enfant vient de passer par là. On n'arrive pas à retrouver la tonicité comme si la personne n'a jamais accouché. Donc, ça veut dire que quelque part là où les hommes pensent que c'est mauvais, ce n'est pas aussi mauvais. Il y a beaucoup plus d'avantages pour la femme que... Alors, vous prenez l'accouchement par voie basse et que le périnée a été sollicité. La douleur résiduelle peut durer 3, 4, 5, 6 mois pour une femme qui a accouché par voie basse. Alors qu'en moins de 1 mois, 2 mois, la femme a déjà retrouvé sa tonicité. C'est juste la plaie au niveau de la plaie opératoire qui est juste sans problème. Mais le périnée garde toujours sa forme. Alors, au même moment, quand vous opérez en urgence, vous savez que la vie de l'enfant, c'est une préoccupe. Ça. La vie de l'enfant, le développement psychomoteur de l'enfant est sauvegardé. Quand vous le faites à temps, pas quand vous avez refusé, jusqu'à que l'enfant a déjà pris de l'eau, jusqu'au niveau de ses poumons sont remplis, et c'est maintenant que vous avez accepté, on est pour aller sur le champ pour aller opérer l'enfant. N'espérez pas un miracle, parce que vous avez pris la décision trop tard, et l'enfant a déjà payé le prix de vos choix. Et là, dire que la césarienne n'a pas ses avantages, c'est se mentir. L'accouchement va être encore plus risqué parce que la vie de l'enfant, c'est le plus important parce que vous allez dépenser tout ce que vous voulez, mais l'enfant qui va grandir pendant toute sa vie, c'est une dépense énorme. Il y a certaines femmes aussi qui se disent que accoucher par voie basse, c'est être femme en fait. Étant donné que justement par rapport aux raisons qui sont énoncées par les téléspectateurs, c'est dire que c'est trop de facilité, je ne sais pas, de se dire non, on va aller à la césarienne, alors que par voie basse, je ressens la douleur pour laquelle je fais sortir l'enfant et autres. Il y a ce genre de perception de la chose aussi. Oui, c'est une perception relative qui dépend de chaque femme ou chaque personne ou les hommes qui n'ont pas senti cette douleur. Je ne vais pas leur donner la parole. Ça, c'est clair. Je ne peux pas donner parole pour parler sur la souffrance de l'accouchement d'une femme à un homme. Il va dire tout ce qu'il veut. Mais prenons la femme cas par cas qui ressent cette douleur. Il y en a des femmes qui disent que quand ils ressentent cette douleur, ça leur permet de renforcer les liens entre l'enfant et elle. C'est propre à elle. Et il y en a carrément qui disent que plus ils sentent la douleur, plus il va détester l'enfant qui va sortir. C'est propre à elle. Donc vous ne pouvez pas généraliser les cas. Chaque femme fera son choix et fière du choix qu'elle a fait et assumer. Absolument. Assumer, c'est le plus important aussi. Alors, en dehors des messages, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin dit, si les femmes avaient été créées pour donner naissance par césarienne, Dieu leur aurait mis une fermeture éclair sur le ventre. Si les femmes avaient été créées pour donner naissance par césarienne, Dieu leur aurait mis une fermeture éclair sur le ventre. Alors, une pensée qui nous avait été déjà proposée par Émeric en début d'émission. Je vais d'abord donc prendre sa réaction. Émeric? Oui, je pense que la pensée de l'auteur est claire là-dessus sur la césarienne. Il dit que si les femmes avaient été créées pour donner naissance, c'est dit que bon, la femme n'a pas été créée pour subir la césarienne. Ce qui est normal, c'est qu'elle accouche pas à voix basse, mais bon, si la césarienne intervient, c'est pour qu'elle pour lui faciliter un peu la tâche, et donc le bon Dieu aurait mis une fermeture sur le ventre pour pouvoir faciliter ça. Donc je pense que bon, c'est toujours dans la logique de faciliter un peu l'accouchement aussi. Donc s'il y a une solution plus facile, pourquoi opter pour la plus compliquée. Exactement. Allez, là. C'est une citation qui me laisse perplexe parce que elle laisse penser que la césarienne est mauvaise, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Pour les personnes qui reviennent sur la nature, l'essence même de l'accouchement, j'ai envie de leur demander si ces personnes-là respectent même l'essence de la nature et l'essence de la vie. Est-ce que nos parents, parce que on fait très vite le rapport avec nos parents, même si on n'a pas vécu dans leur temps et qu'on ne sait pas véritablement tout ce qui s'est passé, et cette époque-là, nous la considérons comme le miroir de la vie, tout ce qui devrait être. Mais je me dis, est-ce que nous vivons de la même façon que nos parents? Est-ce que nous nous alimentons de la même façon que nos parents? Si Dieu a donné aux humains l'intelligence d'arriver à la césarienne, c'est parce que
c'est possible et c'est parce que c'est nécessaire pour sauver des vies. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse mourir dans des situations dans lesquelles on aurait pu nous sauver. Donc, dire qu'on aurait pu avoir une fermeture, je me dis, les choses ont évolué. Quand à la création, ça a été par voie basse. C'est ce qu'on souhaite et ça continue de l'être. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous créons des conditions qui nous contraignent à aller à la césarienne. Parfois, il faut laisser Dieu se reposer un peu. Docteur? Honnêtement, je dirais simplement peut-être que s'il est un religieux ou parce que sa connotation de la césarienne, c'est que c'est mauvaise, qu'on ne devrait pas. La question que je vais lui poser, vous voyez l'appendice de l'homme? C'est un organe qui ne sert pratiquement pas à grand-chose. Oui, mais c'est là quand même. C'est là quand même et que ça peut vous causer tous les problèmes de ce monde. Et qu'on y va, qu'on enlève, ça ne vous change rien à votre coût de vie. La question que j'allais lui poser, est-ce que si Dieu avait voulu qu'on enlève l'appendice pour éviter que ça crée des dommages, pourquoi il n'a pas créé une fermeture là? Il ne l'aurait pas créé. Voilà. Ça, Dieu a créé l'homme, il lui a donné toutes les capacités pour maintenir les organes qu'il a créés. Il sait que les organes sont évolutifs et qu'ils vont s'user au fil du temps, mais il a mis une médecine derrière pour les permettre de se régénérer de temps en temps, d'améliorer les qualités de vie au fur et à mesure qu'ils avancent. Cette pensée, je ne partage pas du tout. Pas du tout. Pour une fois, hein, merci. Ça change un peu aussi. Modeste. Alors, il faut dire que cette pensée d'Ève Gaillon, elle est avocate aussi d'un groupe litige et résolution de conflits du bureau au Québec. Elle, Marie-Ève, elle s'est jointe à FASCET comme étudiante à l'été en 2014. Elle a ensuite complété son baccalauréat en droit à l'université Laval, puis sa formation à l'école du barreau. Avant d'étudier le droit, Marie-Ève a obtenu un certificat en administration des affaires. Il faut aussi dire qu'elle est dans l'immobilier. C'est une jeune dame qui est sûrement contre la césarienne. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Très bien. Alors, l'humour, vous avez quelques images pour nous avant qu'on ne passe à test ta culture très très rapidement. Oui, quelques images. La première image, il est mis c'est vous le père. On vous attendait pour commencer la césarienne. On a besoin du courant. Allez monter. Et là, pour alimenter les appareils et autres, nous avons un vélo qui est... D'accord, il doit pédaler le vélo pour mettre en marche les appareils en fait pour pouvoir faire la césarienne. Parce que si on doit compter sur les hommes, les papas pour pouvoir faire ça. C'est une belle expérience. Non, je pense que vaut mieux même que la maman de la femme puisse faire ça. Là, c'est pas évident. C'est une façon de lui apporter, faire vivre la même douleur, la même souffrance. S'il arrête de pédaler, sa femme mourra. Donc il doit comprendre, tant que la femme passe sur la table, que c'est une souffrance. Donc lui-même va en train de goûter un peu à cette souffrance en pédalant. Alors la deuxième image, c'est un écrit qui dit « Papa, c'est quoi une césarienne ?» Et au père de répondre, tu vois, quand tu n'arrives pas à ouvrir un sachet de gruyère, à ouverture facile et que tu finis au couteau. Bien sûr. Bon, une manière simple de lui expliquer. Alors, la dernière, c'est pour dire quand on est en face de la douleur, on ne mesure peut-être pas ce qu'on fait sortir. On se dit, je ne vais plus tomber enceinte, mais on finit quand même pas tomber enceinte quand même. Oui. Et là, nous avons une femme qui dit à son mari qu'elle ne va plus le faire et 2 ans après, elle revient, elle est enceinte. Bon, ça chouette. Oui, c'est vrai. Quand sur la table d'accouchement, on promet de beaucoup de choses, ne plus revenir, ne plus ressentir cette douleur. Mais 2 ans, 3 ans après, on recherche encore la grossesse pour revenir encore sur la table. Bon, malgré tout, on aime quand même donner vie. En fait, c'est aussi ça, le paradoxe de notre existence en tant que femme. Même si ça ne peut pas arriver à tout le monde, chaque femme a envie de donner vie. Eh oui, nous avons 2 minutes ou 3 maximum pour quelques questions. Teste ta culture.
Voilà, test ta culture. Nous allons bien démarrer. Je pense que les équipes sont là. Docteur Félicien avec Alilat. Et puis, aujourd'hui, finalement, vous êtes en équipe. Équipe choc. L'équipe choc. Alors, première question, en espérant donc que l'infographie les questions. Première question, c'est bien, quelle est la nature, est-ce que vous lisez? Quel nom Quel nom? D'accord. Quel nom désigne le mammifère domestique de la famille des équidés, plus petit que le cheval et doté de longues oreilles? Le chameau, le dromadaire ou l'âne? L'âne, merci. Ça vient. Ici. Oui. En tout cas, vous avez répondu Comme plus d'habitude. rapidement. Quel nom désigne le plus petit mammifère rongeur présent en Amérique du Sud? Il ressemble au lièvre. Il a une apparence et comportement qui est Agouti. élevé de sa chair. Merci, agouti. Exactement. Ça, c'est chez nous aussi. Quel nom désigne les poches situées de chaque côté de la tête de certains mammifères comme les cygnes ou les rongeurs? Exactement, la bajou. Merci également. Alors, je ne sais pas si l'infographie a d'autres questions sur toujours test ta culture. Peut-être, quelle est à présent la nature, c'est bien cela? De l'État De béninois. l'État Présidentiel. béninois, présidentiel. Oui, c'est vrai qu'avec l'élection de la vice-présidente, il ne faut pas croire que l'État béninois a un On est État, donc toujours c'est ça, présidentiel. semi-présidentiel. Nous sommes toujours dans un État régime présidentiel. Question suivante. Qui ont donné le nom Porto Novo à la Portugais. ville de Rocono? Le Portugais, exactement, portugais. Ah oui. Vous êtes forte aujourd'hui. Hein? Je ne vois pas de loin. On comprend. Alors, question suivante pour finir. Avec quel roi la France signe-t-elle un traité d'amitié Lélé. et fait reconnaître son comptoir Napoléon. Ouida? Guézo. Non. C'est Guézo, mais c'est venu. Bon, je vais dire que Non, c'est. non, Il y a une mauvaise réponse. Oui, oui. Non, quand il y a deux mauvaises, il n'y en a plus là. Vous avez raison. Alors, de toute façon, l'équipe de Alilat est gagnante aujourd'hui. Alilat a gagné. Non, c'est notre équipe qui a gagné. L'esprit d'équipe, toujours. Merci Modeste, Émeric, Alilatou et Félicien Edou. Un plaisir de vous retrouver très très prochainement.